L'homme nous a emmenés dans la salle de bain du sous-sol et nous a poussés à l'intérieur en disant « Vous pourrez dire à votre papa et à votre maman que vous avez été très sages. » Il a calé quelque chose contre le battant pour nous empêcher de sortir. Puis nous avons entendu la porte du garage s'ouvrir et se refermer. Quand le taux d'adrénaline est retombé, je me suis mis à frissonner. En tremblant, j'ai jeté un œil par la lucarne et brusquement le visage de l'homme est apparu dans l'encadrement. Il vérifiait la fermeture de la fenêtre depuis l'extérieur. En le voyant, j'ai cru que j'allais manquer d'air. Lorsque j'ai été certain qu'il avait bel et bien disparu, j'ai dit à Pete qu'on ne bougerait pas de là avant le retour des parents. Mais Pete ne partageait pas mon opinion. « Tu sais qui c'est ? Il va agresser d'autres personnes. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. » Dans l'état où je me trouvais, je crois que je n'ai pas complètement compris les paroles de Pete. Je ne me rendais pas compte non plus de ce qui aurait pu advenir si Trish, notre sœur, alors âgée de 19 ans, s'était trouvée à la maison. Je me suis opposé à sa proposition. J'avais peur. Après avoir brièvement tenté de me convaincre, Pete m'a annoncé qu'il partait. Il a retiré le film plastique de la fenêtre, a tourné la poignée en forme de demi-lune et a remonté le châssis. Puis il s'est faufilé dans l'ouverture, les jambes en avant, et a sauté dans le jardin. Cela n'a sans doute duré qu'une seconde ou deux, mais j'ai le souvenir d'être resté un long moment à contempler la lucarne ouverte et l'obscurité au-delà. Devais-je rester ou le suivre ? À mon tour, j'ai glissé mes jambes par la fenêtre. À l'instant où mes pieds nus ont touché le sol glacé du jardin de ma mère, j'ai entendu l'homme crier. Aussitôt, je me suis jeté par terre et j'ai rampé frénétiquement jusqu'aux épais buissons qui se trouvaient derrière la maison. L'homme armé avait déjà attrapé Pete. « Sors de là, gamin, ou je m'en prends à ton frère !» m'a-t-il crié. J'ai émergé de ma cachette et le type m'a reproché de lui avoir menti. « On retourne immédiatement à l'intérieur ?» ai-je répliqué à court d'imagination en m'avançant vers la fenêtre ouverte. « Trop tard !» a-t-il dit, contre le mur. Pour la seconde fois cette nuit-là, j'ai cru que j'allais mourir, du moins jusqu'à ce que j'entende Sundance, le gros husky des voisins, bondir dans le jardin, accompagné de son propriétaire, le professeur d'allemand du lycée et notre entraîneur de football, Steve Murray. Les secondes qui ont suivi restent floues dans ma mémoire. Je me souviens juste de m'être rué à l'intérieur de la maison, Pete et coach Murray sur mes talons, et d'avoir claqué la porte d'entrée derrière moi. Puis nous l'avons verrouillée, abandonnant dehors, aux prises avec l'homme armé, la femme et la mère de Murray qui étaient sorties elles aussi, alertées par les bruits qui venaient de chez nous. Un geste qui me culpabilise encore des décennies plus tard. Puis nous avons grimpé les marches, 4 à 4, allumé toutes les lumières et nous avons cherché des armes. J'ai saisi un grand couteau de boucher. Le 911 n'existait pas encore à l'époque. J'ai composé le numéro de l'opératrice et je lui ai demandé qu'elle me passe la police. L'interlocuteur qui a pris mon appel me répétait de me calmer. Je lui ai expliqué que cela m'était impossible, qu'il y avait un homme armé dans notre jardin, qu'il allait revenir et que nous avions besoin d'aide immédiatement. Nous avons attendu dans l'obscurité près de l'entrée en nous demandant si nous devions poursuivre l'agresseur. Bientôt, une voiture de police est apparue devant la maison, nous aveuglant de ses phares. Aussitôt, nous avons ouvert la porte et nous nous sommes précipités vers l'officier de police, moi, pieds nus, toujours muni de mon grand couteau de boucher. À peine le policier était-il descendu de son véhicule que sa main s'est posée sur son arme de service. « Non, non !» ai-je hurlé en indiquant la demeure des Murray. « C'est lui, il a un revolver !» L'homme qui venait de surgir de la maison voisine courait déjà vers les bois qui se trouvaient à proximité. Tandis que les véhicules de police de plusieurs juridictions convergeaient dans notre petite rue, j'ai grimpé sur mon vélo à 10 vitesses, toujours pieds nus, pour rejoindre en pédalant comme un fou la salle paroissiale située à 400 mètres de là, où mes parents prenaient un cours de danse de salon. J'ai sauté de mon vélo, que j'ai entendu s'écraser au sol derrière moi, puis j'ai ouvert la porte en hurlant « Papa !» à plein poumon. Tout le monde s'est arrêté
et s'est avancé vers moi, mon père et ma mère en tête. En me voyant, ma mère s'est mise à pleurer. La police n'a pas appréhendé le violeur de Ramsey ce soir-là. Quelques jours plus tard, elle a arrêté un suspect, mais en l'absence de faits avérés, il a été relâché. Cependant, la longue série de crimes, vol à main armée et agression sexuelle, du violeur de Ramsey, a pris fin en cette nuit du 28 octobre 1977. Cette rencontre m'a valu des années de souffrance. J'ai pensé à lui chaque soir, pendant au moins 5 ans. Non pas certains soirs, mais tous les soirs. Et j'ai dormi avec un couteau sous l'oreiller plus longtemps encore. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais cette expérience terrifiante s'est révélée être aussi, à sa manière, un incroyable cadeau. Le fait d'avoir cru, d'avoir intégré l'idée que j'allais mourir, pour finalement survivre, a transformé la vie en un miracle précieux et délicat. En cette année de terminale, je me suis mis à regarder les couchers de soleil, les bourgeons sur les arbres, à m'ouvrir à la beauté du monde. Ce sentiment m'habite encore aujourd'hui, même si la façon dont il s'exprime peut parfois sembler niaise à ceux qui, par chance, ignorent ce que cela signifie que de mesurer la valeur de sa vie sur cette terre en quelques secondes. Le violeur de Ramsey m'a appris, à un âge précoce, que nous accordons du prix à des choses qui en sont dépourvues. Lorsqu'il m'arrive de parler à des jeunes, je leur suggère un exercice qui peut paraître un tantinet étrange. Fermez les yeux, leur dis-je, asseyez-vous là et imaginez un instant que votre vie va s'arrêter. De ce poste d'observation privilégié, les efforts chimériques que l'on déploie en vue d'obtenir des richesses ou de la reconnaissance partent en fumée. Maisons, voitures, médailles accrochées au mur, qui s'en soucie à présent? Vous êtes sur le point de mourir. Qui auriez-vous aimé être? Je leur fais part de mon espoir que certains d'entre eux choisiront d'être des hommes capables d'utiliser leurs talents pour aider ceux qui en ont besoin, les faibles, les gens en difficulté, ceux qui sont malmenés ou effrayés, de militer pour une cause, d'apporter leur contribution. C'est là la vraie richesse. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.